et demi avant l'élection présidentielle en Russie. Alors, ça nous a beaucoup étonnés. Comme en France, tout candidat à la présidentielle russe doit soumettre son revenu et son patrimoine. Et Vladimir Poutine, en bon démocrate, s'est plié à cette règle. Qu'a-t-il déclaré? Regardez, entre 2018 et 2024, Vladimir Poutine déclare avoir perçu 67 millions de roubles, donc l'équivalent de 695 000 euros. On a fait un rapide calcul, ça fait 116 000 euros par an et 10 000 euros par mois. Bon, jusque-là, tout va bien. Oui, enfin, tout va bien, mais c'est ridicule pour le président de la Russie que le magazine Forbes accuse ou désigne comme l'homme le plus riche du monde. Vous remettez en 10 000 cause euros par mois. Oui, vous n'avez pas entendu la suite alors. Continuons. Regardez son patrimoine. Il déclare un appartement à Saint-Pétersbourg, 77 mètres carrés avec place de parking, il faut le dire. Bah oui, parce qu'il déclare aussi 3 voitures, 2 Volga des années 60, une Lada 2009 et une caravane. Peut-être que... Non mais ça c'est encore plus, ça c'est ridicule. Je ne sais pas si on a une photo agrandie de la Volga. La Volga, c'est une voiture, elle a 60 ans. Le président de la Russie... Je pense pas que arrêtez d'être paranoïaque. C'est une Volga de 1965. C'est une pièce de collection. Voilà. Voilà un cas. Franchement, une pièce de collection, ça vaut rien. Vous allez à Rétromobile, le salon des voitures de collection qui a ouvert aujourd'hui, porte de Versailles à Paris, il n'y a pas de Volga. Il n'y a pas de Volga, mais justement, ça vaudrait une fortune parce que, en plus, elle a appartenu, elle appartient à Vladimir Poutine. Ouais. Et imaginez, ça, c'est une déclaration officielle. Mais laissez-moi finir, continuons. ce n'est pas terminé. Il n'a pas juste déclaré ça, il a aussi précisé qu'il avait 560 000 euros d'épargne et Vladimir Poutine a le souci du détail. Il va jusqu'à noter 27 euros d'actions dans une banque de Saint-Pétersbourg. Voilà, il est transparent, Vladimir Poutine. Anne Niva, je vous vois, vous êtes sur le point de tomber de votre chaise. Non, je ne suis pas très étonnée, mais c'est des déclarations officielles. Tout le monde sait en Russie que ça n'est pas... que Vladimir Poutine a beaucoup plus que ça. Tout le monde le sait. Le magazine Forbes parle de 200 milliards d'euros. Voilà, le magazine Forbes, mais moi je parle de la population russe parce que c'est plus les Russes qui m'intéressent et ils ne lisent pas le magazine Forbes, mais ils se doutent, tous les Russes, que en fait Poutine s'est prêté à l'exercice parce qu'il y est obligé comme candidat, mais qu'en fait les Russes estiment pour la plupart tout à fait normal qu'il ait plus que ça. Même s'il y a quand même ceux qui enquêtent en Russie, comme les enquêteurs de Navalny qui est en prison, l'opposant politique à Vladimir Poutine, qui, depuis plusieurs années, cherchent, enquêtent sur les villas, sur la valeur des villas, on va etc., la montrer, etc. puisque vous parlez de Navalny. C'est lui qui nous avait révélé l'existence de cette villa. Absolument. Regardez-là, sur la mer Noire, voilà, qui appartient à Poutine. Regardez la magnificence, effectivement. Colossal, c'est magnifique, c'est sublime. C'est une villa qui fait, je ne sais plus, j'avais pris quelques notes, qui est gigantesque. Elle vaut 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros, la valeur de la villa. D'accord, bon ben voilà, on n'est plus dans les mêmes chiffres. Et c'est pas la seule, puisqu'il y en a une autre qui vient d'être révélée cette fois par Dossier Center. Alors je sais pas, je suis pas spécialiste d'immobilier. À la villa en Carélie dans le Nord. Elle est beaucoup moins chère quand même dans le Grand Nord. La voilà, l'autre villa de... Avec une plateforme d'installation pour système Pantsir, avec sa cascade, sa chute d'eau privatisée, sachant que c'est un bien national. Mais tout cela est évidemment privatisé pour les beaux yeux de Vladimir Poutine, qui ne s'y rend apparemment qu'une seule fois par an. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait probablement pas prévu que les voisins deviennent membres de l'OTAN, puisqu'on est à quelques encablures de la Finlande là. Mais moi, plus largement, ce qui me fascine en fait chez ce personnage et ce que ça dit de Vladimir Poutine, c'est qu'il est capable dans un même temps de faire preuve de cette espèce de matérialisme débridé avec des quantités gargantuesques de biens. On a parlé, rappelez-vous, Eric, une fois de ces yachts, vous savez, le Scheherazade qu'il a. Tout cela est évidemment pas directement lié à Vladimir Poutine parce qu'il utilise des prête-noms pour dissimuler ces sommes. Forbes parle de 200 milliards. L'organisation Navalny qui s'est fait connaître justement en parlant de cette corruption-là, donc cette accumulation de biens, chiffrait même cela au-delà, c'est-à-dire qu'il est plus riche que Bernard Arnault, il est plus riche que Elon Musk, donc c'est quelqu'un de très matérialiste, et on pourrait se dire, quand on se met à sa place, mais moi, si j'avais tout ça, est-ce que je serais allé envahir l'Ukraine voisine ou quoi que ce soit? Donc c'est un mélange
de matérialisme, encore une fois, débridé, et de cette espèce de nihilisme néo-impérialiste où il se dit je vais sacrifier ma population, l'économie de mon pays, pour assouvir mon désir de conquête. Ce qui est absolument fascinant, c'est la mise en abîme, mon général, c'est que nous avons d'un côté une hyper richesse. On a parlé ici... Bravo à la régie qui sort le Scheherazade. Oui, la régie veut parler des yachts, le Victoria et le Scheherazade, des yachts de Poutine. Il en a 9 en tout. Voilà, il en a 9, mais en voici 2, le Scheherazade et le Victoria. On a fait des émissions entières où on a raconté ses yachts. Bon, voilà. On a fait des émissions entières où on a raconté ses propriétés qui sont au-delà du milliard. Bon. Et encore une fois, tout cela est étayé par des médias indépendants russes qui travaillent et qui, encore une fois, construisent les enquêtes qu'ils font sur la richesse de Poutine. Bien, mais il y a quand même chez le personnage Poutine une dimension presque ironique, cynique. On est pratiquement dans du Audiard quand il ose dire « Moi, je suis propriétaire d'une caravane ». Enfin, franchement, la juxtaposition est tellement gigantesque que ça prête à rire. Il doit se marrer lui-même quand il fait sa déclaration de patrimoine pour la présidentielle. J'ai une caravane, une vieille caravane, et puis une voiture Volga de 1965 qui vaut 4 €. Enfin, c'est juste... Il y a une espèce d'ironie qui... Non, le général le croit. Oui, vraisemblablement. Mais en fait, il a manqué quand il était jeune, il s'empiffre. Il y a quand même quelque chose comme ça, vraisemblablement. Et puis ensuite, moi, plus historiquement, j'aurais tendance à dire, il y a un côté satrape oriental. Et donc, quand dans les pays orientaux, on sait très bien que pour compter, il faut avoir de l'argent, il faut étaler sa richesse, il faut que l'argent soit visible, que tout le monde puisse le voir, le palper, y compris en bénéficier avec un système de clientélisme. Et là, on est à mi-chemin, je veux dire, entre l'Orient mystérieux et puis la Russie éternelle. Donc, en même temps, il joue, bien sûr, la caravane, ça c'est savoureux. Moi, la caravane, j'ai éclaté de rire. J'aimerais bien la voir, la caravane. Alors, la Lada, là, ou bien la Volga... En même temps, il aime bien partir en week-end, les grands espaces. Elle est intéressante, une voiture des années 60, bon, très bien. Mais là, on voit bien que d'abord, il le fait avec cynisme, mais je pense qu'il le fait en sachant très bien qu'on sait que ce n'est pas vrai, mais il a besoin aussi qu'on sache qu'il est richissime. Samantha, j'ai une question. Ouais. Est-ce que les Russes, alors je ne parle pas du Russe qui est au fin fond de la Sibérie, mais à chaque fois que je pense à une province reculée, je vous regarde, Anniva. Donnez-moi quelques exemples. Yakoussi, Bouriatie. La Bouriatie. Le Russe de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie russe, pétersbourgeoise ou moscovite, urbaine, il le sait vaguement ou pas que Poutine a des propriétés qui coûtent des centaines de millions de dollars? Il le sait plus que vaguement. Et là, il y a une chose vraiment très intéressante, c'est qu'il y a des personnes très riches en Russie. Il y a ces fameux oligarques dont on parle toujours. Eux ont gagné leur argent, soit pendant les privatisations. Certains ont aussi gagné leur argent en créant des entreprises. Certes, ça a été corrompu, certes, il y a des partis criminalisés, mais ils ont gagné, ils sont devenus archi-riches avec leur cerveau et en travaillant quand même. Poutine, sa fortune ne vient que du fait qu'il a été fonctionnaire pendant des années. Il a d'abord été, quand il était à Saint-Pétersbourg, il était en charge des importations, ce qui veut dire mainmise sur le crime organisé de Saint-Pétersbourg. C'est entièrement de l'argent de la mafia et de la corruption. Donc ces oligarques que nous critiquons, certains qui sont sanctionnés, ont quand même, à la base, travaillé pour leur argent. Ils ont utilisé leur cerveau pour leur argent. Ils ont profité du capitalisme sauvage des années 90, mais ils ont peut-être pas entièrement mérité leur fortune, mais ils ont quand même mis du leur. Poutine, c'est purement de la corruption, de la criminalité. Et c'est ça que le bourgeois russe, que la haute société russe sait. Et c'est ça, à mon avis, le talon d'Achille de Poutine. Mais il y a des montages, Gallagher-Fenwick, peut-être sur ce sujet, vous en savez plus que nous. Il y a des montages sur le plan fiscal, financier, même plutôt financier, qui sont d'une sophistication très complexe, avec des sociétés écrans, des holdings dans le monde entier. Et surtout des prête-noms. Et ce qui est intéressant, assez malin, c'est qu'il utilise des personnes pour lesquelles il est assez difficile de faire remonter une connexion directement jusqu'à Vladimir Poutine. C'est-à-dire que ce n'est pas des grands noms, c'est des personnages de 3e, voire de 4e rang. Et tout cela est effectivement découpé afin de créer un réseau extrêmement opaque. Et c'est précisément cette matière-là, encore une fois, que l'ONG de Navalny a beaucoup travaillé afin de faire remonter ces informations, les faire crédibiliser
par le biais de recoupements, et de commencer à voir se dessiner cet empire qui est pharaonique. Le chiffre de Forbes, qui est intéressant, 200 milliards, qui est un chiffre rond qui est très impressionnant et qui vous situe quand même le personnage, parce que 200 milliards, vous êtes exactement au niveau de Bernard Arnault et Elon Musk. En réalité, du côté de Navalny, ils vous disent il est au-dessus pour mettre le double de cela. Alors vous disiez que c'était difficile de remonter jusqu'à lui. Malgré tout, il y a la villa dans le nord, en Carélie, qui appartiendrait à son banquier personnel, Yuri Kovalchuk. Donc c'est pas très difficile de remonter jusqu'à Vladimir Poutine, Anniva. Pour ce cas-là, là, en tout cas, c'est moins. Oui, pour ce cas-là, c'est peut-être moins difficile. Kovalchuk, qui est son voisin, parce qu'il a un hôtel sur le terrain voisin, qui effectivement, tout ce terrain en Carélie, tout cela, c'est pas seulement la cascade. Gallagher disait la cascade a été privatisée, il a raison. Mais c'est pas seulement la cascade, c'est l'entièreté du terrain. Tout ça, c'est du temps de l'Union soviétique, c'était des bases touristiques jusqu'à la base, où le citoyen soviétique pouvait aller. Il y avait des camps de base, il y avait avec des bâtiments qui n'étaient pas très modernes, etc. Donc, en fait, personne n'est en capacité d'acheter ce genre de territoire. C'était pas à vendre. Donc là, on voit bien qu'avec Kovalchuk qui est arrivé, le banquier, Poutine qui est là, et le voisin qui est Abramovitch. Il a été pistonné pour acheter. Voilà, exactement. Mais moi, quand j'ai habité en Russie, j'ai vécu ça tout le temps. C'est-à-dire tout le temps, j'entendais parler des gens moins fortunés que des oligarques, mais qui avaient des possibilités d'acheter des terrains là où personne ne pouvait les acheter, et qui, comme par hasard, sont toujours des terrains qui sont les mieux placés, dans les endroits qui sont les plus beaux, touristiquement, etc. Et qui sont inaccessibles aux citoyens normaux. Alors moi, je voudrais simplement dire que la Carélie, c'est pas n'importe quel territoire. Je veux dire, politiquement, c'est un symbole. C'est la partie, c'est les 10% qu'on a pris à la Finlande en 1939-1940. Donc ils se sont pris une grosse raclée pendant la campagne d'hiver 39-40, mais les Finlandais n'ont pas réussi à les récupérer jusqu'au bout. Donc là, ça veut dire s'installer sa maison de campagne à une encablure de la Finlande sur un territoire qui est conquis en fait depuis 80 ans. Je pense qu'il y a aussi un symbole politique de la Russie va jusque là et nous n'en partirons jamais. Et ce qui est intéressant, c'est une information qui est dans la vidéo du Dossier Center, c'est qu'ils soupçonnent très largement un espèce de promontoire en herbe qui est bien tassé et nivelé, de servir... De cacher, de dissimuler. Alors non, surtout de permettre d'installer un système, le fameux système Pantsir. Rappelez-vous qu'on avait vu sur le toit du ministère de la Défense et aux abords des quartiers chics de Moscou notamment, puisque Vladimir Poutine, en plus d'accaparer des richesses et des éléments de la nature dont ses concitoyens aimeraient bien profiter, utilise du matériel militaire en pleine guerre à haute intensité pour se protéger physiquement lui-même et protéger ses biens. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même la multiplication des révélations à la fois Navalny, ça remonte, mais là, le dossier Center, c'est énorme. Oui. Parce qu'ils ont une nouvelle source vidéo. Ils ont une nouvelle source vidéo, c'est pris par drone. Exactement. C'est quand même hallucinant d'avoir le niveau de sécurité qu'on a déjà lorsque vous êtes, je ne vais pas citer des stations balnéaires françaises, mais quand vous êtes à Saint-Jean-Cap-Ferrat, quand vous êtes à Nice ou à Courchevel et autres, vous avez des villas possédés par des Russes ou d'ailleurs des Ukrainiens, il faut le dire, les Ukrainiens qui aussi ont des grosses propriétés, c'est ultra sécurisé. Là, qu'ils aient réussi à prendre des images aussi précises de la propriété où on voit quasiment comment pénétrer, comment bombarder et tout ça, je trouve ça incroyable. Deuxièmement, moi, ce qui me fascine, c'est que oui, il y a de plus en plus de révélations sur la fortune, mais je suis persuadé que ça n'a pas un gramme d'effet sur la popularité de Poutine. Parce que les Russes, quelque part, je suis sûr, en majorité, sont fiers, quelque part, parce qu'ils sont habitués à la corruption depuis des décennies et des siècles, et ils sont fiers d'avoir un tsar, un empereur, qui n'a pas qu'une Lada qui pétarade, 3 actions pourries, et une caravane qui a plus de pneus. Je veux dire, c'est quand même Vladimir Poutine. Donc je pense que ça ne joue pas. Nous, ça nous scandalise, parce que l'hôpital public est dévasté, l'école dans certaines régions est dévastée, ils ont un niveau de service public terrible, et pourtant, je suis persuadé que ces images, ça ne touche pas la population russe.